La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio off. C'est le moment du débat, c'est le moment du talk show version longue. Vous l'aurez compris, nous sommes jeudi et c'est le moment de NBA No Limit. NBA No Limit, le talk show qui nous permet de faire le point sur ce format débat sur l'actualité de la NBA. Comme à notre habitude pour ceux qui suivent les talk shows de cette radio depuis un moment déjà, et vous êtes déjà plusieurs milliers, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket pour ce talk show. Et vous savez, je ne présente pas la version longue des talk shows radio Oncle Phil Basket tout seul. Je suis généralement accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Donc on va commencer les présentations. On va commencer par les présentations dans l'introduction de ce podcast, dédié à la review des news de l'actualité NBA. Et on n'oublie pas qu'en fin de podcast, on aura une petite rubrique, une rubrique très intéressante du Doc ONP qu'on avait annoncé déjà mardi dernier dans The Big NBA Show, où on commençait déjà à faire le point sur les futures rencontres qui nous attendent pour la reprise du côté d'Orlando, du côté de Walt Disney à Orlando. Voilà. Allez, on enchaîne avec les présentations. On va commencer par du côté de Paris. On va accueillir Missy qui est là avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Comment va la forme? Bonsoir, ça va, on est là. Nous ici, on est dans les débats par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Je crois vraiment qu'il ne faut pas s'épargner de ces débats-là. Ouais. C'est quand les choses vont mal, on doit se dire toutes les vérités et commencer à trouver des solutions et non pas être dans le déni. Voilà. Ouais. Donc, ma pensée pour ce soir va à monsieur Henry Glickman. Henry Glickman, c'est le premier propriétaire du Blazers qui est décédé à 96 ans. Henry Glickman était bien sûr propriétaire des Blazers. Au moment où les Blazers ont gagné le titre, c'était en 77. Les Blazers ont cette particularité dans l'histoire de la NBA. Pourquoi on se souvient? Les Blazers, je crois que sont à ce jour, et il faudrait vérifier, mais ils sont à ce jour toujours l'équipe la plus jeune à avoir gagné un titre NBA. Donc c'est la fameuse équipe avec Bill Walton et tout ça. Toute cette grande équipe des Blazers qui a multiplié les victoires. On connaît l'Oregon notamment pour Nike, hein. Mais Henry Glickman, c'est l'une des premières grandes personnalités sportives des États-Unis, était journaliste aussi. C'est véritablement lui qui a amené la télévision. La télévision au niveau de l'équipe des Blazers, et il a énormément fait pour le sport dans l'Oregon, notamment pour le football aussi, le soccer, ça entre guillemets. Attends, Missy, 2 secondes, je te coupe pas. Qui lui doivent beaucoup. Missy, voilà. Je te coupe pas. Okay, je te coupe pas, Missy, je te coupe pas. On a le coach Radar qui est avec nous, Radar Jones Onguetou qui est avec nous, il vient d'appeler. Je te coupe pas, mais on va l'introduire rapidement et puis on est dans la partie intro, donc on va l'accueillir avec nous, coach Radar Jones Onguetou, qui est avec nous. Bonsoir ou bonjour, devrait plutôt dire. Il va nous préciser. Vas-y, coach. Je voulais dire à toi et à tout le monde sur le bateau. Merci. Ça me fait énormément plaisir d'être de retour. Merci.
Alors, je te présente les panélistes qui sont sur le parquet. On a Missy depuis Paris qui est avec nous. Missy qui est une véritable partenaire. Je vais l'appeler la partenaire à la vie et à la mort hein, sur Radio LOL FM Basket. Je compte plus les années. Le nombre de podcasts que j'ai enregistrés avec elle. Missy qui est une personnalité qu'on apprécie particulièrement sur le parquet de la radio, très très avertie du monde du basket. Je sais pas si Missy a déjà fait une émission avec Coach Radar, d'ailleurs, je m'en souviens pas. Bon bref, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, je te présente Missy qui est avec nous et on a le doc Simon Ama depuis Angers qui est avec nous, coach. Ah, Simon Ama. Ouais. Simon, ouais. Comment le radar? Ça va bien, monsieur Ama. Oui, je suis là, Frangin. La dernière fois qu'on a commenté ici, tu as porté chance à LeBron James en 2016. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que la dernière fois que le coach était là, c'était lors de la victoire de LeBron James en 2016. C'est vrai. Oui. C'est vrai. En tout cas, coach Radar qui est avec nous. Coach Radar. On était fatigué de Golden State Warriors. Ouais. Coach Radar qui est avec nous ce soir. On a repris contact depuis un moment. Hein. Bon, on a un petit peu suspendu, on va dire, la prise de contact. C'est pas quelque chose de volontaire, mais il faut dire que l'actualité Covid-19 a mis tout le monde en confinement. Donc, j'ai dû relancer le coach. Il y a encore quelques heures. Je lui ai dit, écoute, j'avais promis de t'inviter. Je l'ai pas fait avant parce qu'avec le Covid, on avait tout suspendu. Mais bon, avec la reprise, j'aimerais bien que tu sois sur le parquet et si possible, pas que pour une fois, pour plusieurs fois parce que Coach Radar, c'est quelqu'un que, pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter, c'est quelqu'un qui est très passionné, un passionné de basket comme nous tous d'ailleurs, mais un autre passionné. Moi je connais, je peux bien en parler parce que je me souviens encore de la douceur de ses coudes. Hein. Coach Radar et Oncle Phil Basket. Coach Radar et Oncle Phil Basket, c'est une vieille histoire qui date depuis très longtemps, depuis le Cameroun. Donc voilà, on est très heureux d'avoir le coach avec nous. Coach Radar, une petite actualité pour placer un peu les auditeurs dans le contexte de ton actualité. Dis-nous, professionnellement, comment ça se passe à ton niveau. Tu as repris une autre high school. Comment ça se passe au niveau basket et tout, au niveau du boulot? Le niveau basket, cette année, pour être honnête avec vous, dans le passé, j'ai eu beaucoup de succès. Et l'année qui vient de se passer, c'était une année très difficile. Parce que l'équipe était jeune. Et ça devient de plus en plus difficile parce que la mentalité des jeunes est en train de changer un peu. Ah oui. Il faut faire attention maintenant quand tu pousses un peu trop les jeunes. Parce que certains vont se plaindre de gauche à droite. Et il faut faire attention, il faut juste juger la manière dont tu les pousses. Parce que c'est triste de le dire, mais les jeunes ne veulent pas travailler dur ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quelque chose que moi j'ai remarqué. C'était une expérience qui était très différente de mes expériences les années avant celle-ci. Oui, les années passées. Et qu'est-ce que tu fais alors cette année, coach? Bon, disons que cette année avec le Covid a freiné le recrutement ici. Oui. Donc il n'y a pas vraiment de période de recrutement. Donc, et ce n'est pas seulement le cas pour moi, mais c'est le cas pour tous les coachs ici. Oui. Donc il n'y a pas de recrutement. Donc maintenant, moi je m'occupe un peu plus avec le mouvement qui s'est engagé ici. Ouais. Après la mort de George Floyd. Du noir George Floyd. C'est quelque chose dans lequel moi je suis beaucoup engagé parce que pour ceux qui ne savent pas, moi la police m'avait arrêté ici. Ah oui. Toi aussi tu as été victime de ça. Avec des fusils pointés sur moi.
Donc moi aussi j'ai eu les menottes et tout pour quelque chose, j'avais rien fait. Mais ils m'ont dit après 30 minutes que je ressemblais à quelqu'un qui recherchait. Je rigole comme ça, je rigole comme ça, coach, mais c'est pas marrant. Ils ne se sont même pas... Vas-y, coach. Oui, l'ironie, c'est qu'ils ne m'ont même pas demandé des excuses. Donc, c'est une manière de traiter. Et moi, quand je vois la police, je suis effrayé. Hein. Ah oui. Donc, c'est vraiment un point de vue. C'est vraiment un point de vue. On va revenir dessus, hein, coach. Ça va nous permettre d'avoir le pouls, parce qu'avec toi sur le parquet, ça va nous permettre d'avoir un peu le pouls de l'actualité US. Précise aux auditeurs où tu te trouves précisément en ce moment. Oh non, moi j'ai quitté la Floride il y a de cela 8 mois, parce que j'étais en Floride, j'étais à Miami pour 4 ans. Donc moi je suis revenu du côté de Boston. D'accord, du côté de Boston. Super. Le coach Radar, donc du côté de Boston, mesdames et messieurs, on va passer un bon moment avec lui pour parler de l'actualité NBA, l'actualité US sur le parquet. Le Doc Onpi, on n'a pas encore accueilli le Doc. Le Doc qui est là. Bonsoir le Doc, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Actuellement, c'est la santé. Moi, depuis mardi, ça va. Bonne petite séance. On est retourné dans les salles. On fuite un peu. Bonne petite séance cet après-midi. Donc, on aborde le week-end positivement. Petit tour sur le parquet. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Tu commandes doucement le Doc, hein. Faut pas que les crampes, avec l'âge et tout ça. Non, nous on a joué depuis le 11 mai, on joue pas mal, mais officiellement maintenant on ne se cache plus, on joue un peu. On essayait un petit peu de le profiter, mais bon, c'est vrai qu'il y a des courbatures, comme Kobe Bryant disait, tout le monde peut jouer, mais tu ne t'étires pas. Le lendemain, tu comprends que tu as dit. Si tu ne fais pas de bons étirements, là. En tout cas, on a le coach avec nous. Il pourra te donner quelques outils si tu en as besoin. Le coach est là. Oui. On a le coach avec nous. Il va nous dire, le coach. Il va nous dire. Ok. Allez, j'annonce rapidement le programme. On va faire le point sur... Missy, vas-y rapidement, vas-y. Juste une chose rapidement. Je profite de cette émission pour la dédier à ma cousine Maëva qui est décédée samedi dernier d'un cancer du cerveau. Elle n'est pas encore enterrée, c'est à son âme. Voilà. Toutes mes condoléances, Missy, toutes nos pensées pour elle et pour ta famille. Toutes nos condoléances. Allez les amis, j'annonce donc le programme dans de NBA No Limit. On va faire le point sur l'actualité de la NBA. D'abord, on va prendre la température de l'actualité avec Coach Radar qui est avec nous. C'est important, il est là et c'est important qu'on l'écoute par rapport au pouls de cette actualité du côté des États-Unis avec George Floyd. Le coach va s'exprimer dessus et ensuite on va attaquer dans la deuxième partie de ce talk show, on va attaquer les prises de parole des Camerounais Joel Embiid. Non, avant Joel Embiid, on va parler de l'actualité Sékou Doumbouya. Voilà, parce que c'est une actualité qu'il faut partager, il faut qu'on en discute. Sékou Doumbouya qui se sépare donc de son agent. On va faire le point là-dessus. On va écouter donc Joel Embiid qui s'est exprimé. On va un peu analyser le ressenti par rapport à ce qu'il a dit, tout ça. Et on va aussi parler de l'actualité avec ce nombre de joueurs qui pourraient être absents de cette reprise. On va écouter le coach, on va écouter Missy, on va écouter le doc là-dessus. On va passer un bon moment tous ensemble dans NBA No Limit. On n'oublie pas le Doc OneP qui a sa rubrique. Le Doc OneP qui va attaquer sa rubrique dédiée au match qui nous attendent dans la bulle d'Orlando. Alors on sait pas encore, ça va être cette bulle qu'on a tous hâte de voir. On a tous hâte de voir cette bulle, voir comment ça va se passer. On entend tellement de choses concernant cette bulle. En tout cas, on va entendre le Doc là-dessus sur sa rubrique et puis on va commenter ça tous ensemble. Allez, vous êtes prêts? On va enchaîner avec la première partie. On commence par l'actualité. George Floyd avec Coach Radar. Tu vas être traité. Et c'est quelque chose qui est un peu difficile parce que, spécialement quand tu viens du Cameroun, tu n'as pas ce genre d'idée dans ta tête.
Mais ici aux États-Unis, c'est une idée. Le racisme est ancré dans la culture ici aux États-Unis. C'est quelque chose que tu as véritablement, c'est quelque chose que tu as véritablement senti, expérimenté. Tu badines pas avec ça, quoi. Ouais, par exemple, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai découvert que j'étais noir quand je suis arrivé ici aux États-Unis. Oui. Je savais que j'étais noir, mais je n'avais jamais vu ma personne comme différente de toute autre personne. Oui. J'ai un homme comme. Mais ici, c'est différent. Ici, c'est différent. Il y a les blancs et puis il y a les noirs et les minorités. Et c'est quelque chose qui est très clair dans la manière dont les gens sont et dans la manière dont les gens voient les autres. Oui. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas la vie que tu es une personne comme eux, ils sont des personnes. Même comme ils n'admettent jamais que tu es quelqu'un de différent. C'est la manière dont ils te traitent. Hein. Il y a beaucoup de présumés, de présomptions qui sont faites sur ta personne. Même dans la manière de te regarder, parfois tu es sur suspicion sans le savoir, juste parce que tu es noir. Oui. Moi, parfois, je pars dans des magasins pour faire des achats et je remarque qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre tous mes mouvements. Et c'est quelque chose, non, mais littéralement, ce n'est pas la blague. Oui. Et c'est quelque chose de préoccupant. Parce que tu ne peux pas passer innocemment quelque part. Tu as toujours besoin de te prouver, de prouver que tu n'es pas quelqu'un de mauvais, de prouver que tu as une bonne éducation, de prouver que tu peux avoir du tact. Et c'est dans ce cadre-là où c'est parfois difficile. Mais je crois qu'il y a quelque chose que nous, et je crois que même Ama le vantard peut comprendre ce que je dis, comme Ama lui se vante beaucoup là. Et c'est la mentalité que nous on a au Cameroun. On a une grande opinion qu'on se fait de nous-mêmes. Et ça c'est un avantage qu'on a. Parce qu'on a grandi dans une culture où on sait qu'on a des possibilités, si tu t'y mets. Donc, mais les Noirs américains n'ont pas la même mentalité. Ils ont grandi dans une culture où on a rendu leurs ancêtres esclaves. Et on les a toujours marché dessus pendant des générations. Donc, il faudra aussi que je notifie que la manière de penser, oui, on est victime des mêmes actes racistes, mais nous ayant grandi au Cameroun, on vient avec une mentalité où on s'en fout presque, bien que ça nous affecte personnellement. Mais vous avez vu ce qui arrive à Ahmaud Arbery et George Floyd. Oui. Ils n'ont rien fait pour être tués. J'ai rien fait quand j'ai été arrêté. Ça veut dire que tu peux éviter les problèmes, mais les problèmes viennent te trouver pour rien. Oui. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à supporter parce que tu devrais toujours te protéger, tu devrais toujours questionner est-ce que je dois aller dans cet endroit. Et c'est pas vraiment une manière de vivre dans la peur. Et avec le soulèvement qui est arrivé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Et moi, une de mes appréhensions, c'est du fait que dans le mouvement, il y a beaucoup de messages qui sont différents. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par beaucoup de messages différents? Le mouvement n'est pas unifié. Et c'est quelque chose qui m'inquiète un peu, moi, qui me donne des appréhensions. Parce que si vous avez un mouvement unifié, avec des mêmes demandes, ça consolide les demandes que vous faites. Oui. Mais quand d'autres viennent et disent que, ici, il faut abolir la police, mais d'autres viennent et disent que non, ce n'est pas totalement abolir la police, mais c'est d'enlever certains fonds substantiels qu'ils reçoivent pour investir ça dans les communautés. Donc, il y a beaucoup comment dire, il y a un manque de compréhension de manière unie de ce qu'ils veulent. Et moi, je pense que la police est nécessaire. Oui, parce qu'il faut aussi faire l'amalgame des choses. Faut pas tout mélanger. Il y a des officiers de police qui font leur boulot de manière propre. Et vous savez qu'il y a des gens qui viennent salir les réputations. Même au Cameroun, il y a des gens qui sont très bien, qui sont de bonnes personnes. Il y a des gens qui ne sont pas de bonnes personnes.
ce n'est pas seulement propre au Cameroun, c'est dans tout le monde entier. Il y a des gens qui ont des mauvaises motivations, il y a des gens qui viennent dans un bon esprit. Faut pas tout mélanger. Coach, aujourd'hui, Je suis d'accord avec lui de réinvestir certains fonds qui sont alloqués à la police sur le plan de la communauté, spécialement les communautés qui ont un grand besoin d'éducation et de structures qui vont les permettre d'avancer. Coach, dernière question avant que pour orienter un peu le débat. C'est vrai qu'on va pas débattre de long en large, on va pas débattre là-dessus. C'est vraiment le ressenti par rapport à l'actualité. Mais ici, qui vous laisse exprimer, elle a envie de dire des choses. Plusieurs fois, elle a intervenu. Je vais lui faire la passe. Mais avant que je lui fasse la passe, le coach, je voulais que tu nous dises à l'instant T, toi qui es du côté de Boston, quel est ton ressenti par rapport à qu'est-ce que tu peux nous dire sur la température? Est-ce que dehors c'est tendu? Du côté de Boston, comment est-ce que ça se passe? C'est plus calme? Comment est-ce que tu... Du côté de Boston, la semaine dernière, il y a eu des tensions. Et au début de la semaine dernière, il y a beaucoup de tensions à un moment dans un mouvement de protestation. Mais les tensions se sont littéralement calmées ici, de ce côté. D'accord. Même comme les gens continuent à faire des marches de protestation, c'est un peu plus contrôlé. D'accord. C'est un peu plus dans le calme. D'accord. Donc ça commence à se calmer un petit peu. Et Ça commence à se calmer. Et je vais dire que la police ici, les forces de l'ordre ici ont fait un très bon boulot. Parce qu'ils ont compris que ils ont le pouvoir d'apaiser les choses. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de partir dans un mouvement de proteste et les policiers, c'était ceux qui m'accueillaient, qui m'ont accueilli. Et ils m'ont même dit de faire un bon moment. Certains sont venus marcher avec nous. Leur approche a vraiment créé le calme dès le départ. Dès le départ, ils ont dit que il est important pour nous de pouvoir contrôler ce qui va se passer. Et leur manière de contrôler, c'est d'être accueillant, de rire avec vous, de faire des blagues avec vous. Et puis, nous sommes dans le même esprit. D'accord. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut venir avec sa garde apprêtée. Oui. Que moi, je suis prêt pour la police, mais la police te fait te calmer dès le départ et te dire que nous sommes avec vous. Je vois un peu. Et c'est vrai que ça fait un côté un peu paradoxal. Missy vous laisse exprimer. Écoutons-la quelques instants. Après, on va écouter le doc. Après, on va enchaîner avec le programme. Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Juste une chose, ça se calme effectivement un peu du côté de Boston, mais c'est en train de se déplacer sur un autre terrain, sur une revendication politique. Par exemple, à Boston, on sait que la statue de Christian, comment on appelle l'explorateur, là, Christophe Colomb, voilà. La statue de Christophe Colomb a été déboulonnée à Boston. Il y a beaucoup de statues, des gens qu'on estime qu'ils ont été soit esclavagistes ou soit dans d'autres mouvements comme l'extermination des Amérindiens et tout ça. La crise est beaucoup plus profonde que ça, mais c'est bien qu'on t'entend le coach sur ces débats-là. C'est les mêmes débats sur dans lesquels nous sommes aussi en France, où la police se fâche ce soir contre le ministre qui a dit un peu que il fallait faire... Les policiers français, ils veulent continuer à étrangler, c'est ça? Ils disent, nous, on a besoin d'étrangler. C'est pas tout. Bon, j'ironise. Les policiers en colère. J'ai vu ça. Ils sont en colère, ils disent qu'ils n'ont rien de tout à fait raciste, mais ce qu'on demande, moi personnellement, ce que je demande à la police en France, la police s'honorerait à briser l'omerta et à dire aux brebis galeuses qui sont dans la police, vous n'allez pas faire de nous des gens qu'on dit qu'on est mauvais. Des racistes. Parce qu'il y a quelques brebis galeuses, des racistes, il y en a. Maintenant, quant à ce qui est de ça,
Le gouvernement est entre deux chaises. Le même gouvernement a dit aujourd'hui qu'il soutient totalement la police. Après avoir dit autre chose la veille, on sent bien que... Faut dire que Messi, Castaner là, c'est pas facile pour lui. Il est entre deux feux là, entre Macron et... C'est pas facile, il est entre deux chaises. Moi, ce que je demande, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est l'application de l'habeas corpus. L'habeas corpus, c'est quoi? C'est chez les anglo-saxons, c'est beaucoup plus connu que ça. Ça veut dire que, comme on dit que vous êtes propriétaire de votre maison, vous devez également être de la même manière propriétaire de votre corps. C'est notamment un philosophe franco-américain que j'apprécie beaucoup, Norman Ashari, qui a développé ça. Si vous êtes propriétaire de votre corps, le policier qui doit vous interpeller doit avoir un motif sérieux pour vous interpeller. Ça peut pas juste être comme ça, il vient, il vous dit contrôle d'identité. Il doit réellement vous soupçonner de quelque chose et vous arrêter pour quelque chose qu'il estime qu'il a les preuves. En tout C'est cas. ça aujourd'hui pour moi, je demande qu'il faut arrêter les contrôles faciales, d'interpeller les gens pour rien, sans aucun motif. C'est quand on est né noir, c'est la première injustice que nous vivons. On va évoluer, après on va enchaîner avec le programme. Coach, dernier point, coach, est-ce que tu as le sentiment que les choses pourraient bouger enfin pour ce qui est de ce problème sur l'image du noir dans son ensemble, hein, je parle pas seulement de ce qui se passe aux États-Unis, mais est-ce que tu as le sentiment, coach, que les choses pourraient bouger, ou tu te dis bon voilà, c'est aujourd'hui on manifeste, mais demain ça reprendra, coach? Non, c'est un bon début parce que quelque chose que moi j'ai remarqué, et c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé ici, dans tous les rallyes où je suis parti, la population la population blanche est plus nombreuse que les noirs. Oui. Et ils ont de nombreux différents postes. Donc, en quelque sorte, comme on dit dans notre jargon camerounais, ils ont acheté le problème. Il y a beaucoup de blancs qui ont acheté le problème et ils se sont fait vraiment pour mission que quelque chose change. Donc ça, c'est quelque chose qui est quelque chose qui va vraiment au cœur. Oui. Parce que la population n'en a jamais eu autant de support. Oui. Surtout avec les blancs qui sont engagés. Mais pour moi, ça passe par un changement de mentalité. Vous savez, avec le colonialisme, on nous a appris qu'on n'était pas les hommes comme les colonistes. Et moi, c'est quelque chose que je rapproche dans le racisme. Le racisme a toujours cette idée où il y a une race supérieure et une race inférieure. Et même la Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais comment est-ce que tu vas aimer ton prochain si tu ne crois pas que ton prochain, lui, il est qu'un humain comme toi? Donc, je crois que c'est là où ça commence. Qu'on se considère comme des personnes. Et pour qu'on se considère comme des personnes, il y a un certain investissement qui doit se passer. Par exemple, Philippe, si je prétends être ton ami, il faudrait que j'investisse dans notre amitié. Ça ne doit pas être une amitié en un sens. Oui. Et voilà, si j'investis dans notre amitié, je prends ça au niveau le plus personnel possible. Si j'investis contre toi, je ne vais pas avoir des préjugés. Bien sûr. Je pourrais venir discuter avec toi de n'importe quel sujet. Même quand je ne suis pas d'accord avec toi. Bien sûr. Être ami, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout. Oui. Mais ça veut dire que on se supporte et on essaie de se comprendre. Donc, pour moi, dans cette mesure, au-delà de ça, ça va prendre du temps. C'est comme si tu veux mettre un bandage sur quelque chose qui nécessite une intervention chirurgicale. Tu veux mettre un petit bandage. Ça va pas marcher. Ça va peut-être marcher pour 1 ou 2 jours.
Donc, il faudrait que, au long terme, la solution à long terme, ça va prendre énormément de temps. Il faudrait être patient. Mais à l'immédiat, ce qui est important, c'est que les Noirs ici veulent voir un certain sens de justice. Oui. Que la justice soit faite. Ça, c'est adresser quelque chose sur le plan immédiat. Mais les problèmes sont plus gros que ce problème-là. Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Ça va prendre des jours si on devrait les discuter. En tout cas, ça c'est sûr. Ta question est pour te donner. Ça va prendre du temps. Oui. Mais il faudrait qu'on réapprenne à se considérer et à se traiter comme des hommes avec respect. C'est un bon début. Allez, les amis, on va enchaîner avec la suite talk show. Le Doc One P. Le Doc One P, est-ce que tu veux dire un petit mot? Sinon, parce que je t'ai pas interrogé parce que c'est bon. Hein? Non, mes camarades ont déjà tout dit. Mes camarades, oui. D'accord. Allez, les amis, on va attaquer. Non, il faut qu'on enchaîne, Missy. Il faut qu'on enchaîne avec le programme. On va attaquer le programme basket. L'actualité, elle est là, c'est chaud. On veut dire des choses, mais on n'a pas tout le temps qu'on veut. Et il faut qu'on attaque l'actualité basket. On va parler de Sékou Doumbouya, les amis. On va parler de Sékou Doumbouya. Sékou Doumbouya qui s'est donc séparé de son agent. Je vous rappelle l'info. Alors que la saison NBA est officiellement terminée depuis quelques jours, puisque les Pistons n'ont pas été conviés à Orlando afin d'y achever la saison, Sékou Doumbouya va débuter l'été en quête d'un nouvel agent, Bouna Ndiaye, donc de Comsport, qui représente les principaux joueurs français de la NBA. Rudy Gobert, Evan Fournier, donc Nicolas Batum, Franck Tilikina, a annoncé mercredi soir que l'ailier français ne serait plus représenté par son agence. Donc il a dit, Comsport et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre collaboration avec Sékou Doumbouya. Nous lui souhaitons une bonne continuation. Contacté, Ndiaye n'a pas souhaité rentrer dans les détails des raisons de ce choix, rappelant que son agence ne s'était par le passé séparé volontairement que d'un client. Il a cité d'autres cas. Il a rajouté: cela ne sert à rien de cracher dans la soupe. Nous avons cru en lui, nous l'avons accompagné pendant près de 5 ans et si nous devions le refaire, nous le referions sans hésiter. Nous n'étions simplement plus en phase, plus sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas ainsi que je conçois la relation agent-client. On n'en saura pas plus, mais la dernière phrase de l'agent semble faire référence au problème de discipline qui aurait émaillé la première saison de Sékou Doumbouya à Détroit, donnant lieu à des critiques virulentes de son entraîneur Dwayne Casey. Celui-ci a notamment pointé du doigt ses retards à l'entraînement et une éthique du travail fluctuante. On rappelle que Sékou Doumbouya a été drafté en 15e position l'été dernier par les Pistons. Il a vécu une première année compliquée dans le Michigan, très peu utilisé. Le lanceur Limojo de 19 ans avait ensuite obtenu du temps de jeu. On rappelle qu'il a joué 38 matchs. Il a été titularisé 19 fois en alternant les coups d'éclat et les sorties médiocres. Alors que la NBA a interrompu sa saison, le Frenchie est rentré en France mi-avril dans un climat polémique pour être auprès de sa famille alors que la NBA avait recommandé à ses joueurs de ne pas quitter le territoire américain ou canadien. Donc, Sékou ne devait pas partir, mais il est rentré en France. On va faire réagir le Doc One P, qui connaît un petit peu le dossier. On va donner notre avis. Le Doc One P, tu es là? Oui. Le Doc One P, Sékou Doumbouya, qui n'est pas discipliné, indiscipliné, pointé du doigt à plusieurs reprises déjà par son head coach Dwayne Casey, qui en son temps, son agent aussi pointe le problème de discipline de Sékou. Et je garde la dernière phrase de Bouna Ndiaye. La dernière phrase de Bouna Ndiaye, il dit: ce n'est pas ainsi que je conçois la relation agent-client. C'est lourd de sens. Le Doc One P, comment est-ce que tu as envie de réagir? Sékou Doumbouya, il doit faire attention. Le Doc. Oui, à plusieurs reprises, je vous en avais parlé. Parce que j'ai mon associé qui parle avec son grand frère. Ils sont à Tours. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il va appeler son grand frère là tout de suite parce qu'il n'était pas
au courant, je lui ai dit que c'était par l'émission, que moi-même je l'ai appris. Mais on le sentait venir. Parce que la dernière fois qu'on s'est entretenu avec Bouna, c'était pour Rudy Gobert, pour le fameux documentaire dont je t'ai parlé qu'on voulait faire. Et quand le nom de Bouna revenait, ça tiquait. C'est des trucs d'il y a 3 semaines. Hein. Et moi je dis qu'il fasse gaffe, comme tu dis, parce que je l'ai dit la dernière fois, la semaine dernière, en pleine émission, son comportement pendant le confinement a laissé tout le monde en toi. Tout le monde était étonné. Déjà au début de saison, je vous l'avais dit, son grand frère a dû aller, parce que dès que il était installé à Détroit, il a fait venir des potes. C'est bien, tu peux faire venir des potes, c'est ton droit. Mais ils ont commencé la fiesta et son grand frère a dû aller le recadrer. Donc, et ça c'était en début pendant les préparations de la pré-saison. Donc, c'est-à-dire que tu n'as encore rien prouvé. Donc, il faut vraiment que ce petit soit suivi de près. Son grand frère se demandait même s'il ne va pas aller y vivre, carrément rester un petit peu comme beaucoup de jeunes étrangers qui vont là-bas et qui ont un grand frère qui reste. Pascal Siakam, comme Pascal Siakam, le doc. Pascal Siakam entouré par ses frères. Tout simplement. Effectivement. Donc, il se posait la question parce que à un moment dans la saison, ça allait mieux quand il y a eu des blessures à Détroit. Bon, G-League, ça allait bien. Après, les blessures l'ont fait apparaître dans l'équipe première. Il s'est plutôt bien débrouillé. Et si vous remarquez, il s'est bien débrouillé et subitement, plouf, il a plongé. Subitement. Oui. Ça n'a pas été une baisse au fur et à mesure, mais d'un jour à l'autre, il a fait 2, 3, 4 blessures et d'un jour à l'autre, plouf, on ne voyait plus trop de ses performances. Ce n'était pas faute de ne pas jouer. Et on sait bien que quand tu es en NBA, ça ne ment pas. Quand tu es parti sur cette lancée et que tous les joueurs, on se rappelait bien de ses coéquipiers qui disaient que c'était le futur, lui, on le voit, et que subitement le coach ne te fait pas trop jouer. Ou bien que les minutes que tu as sur le terrain, tu es un peu perdu et après tu es puni sur le banc. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Un coach ne peut pas subitement punir un gars qui est bon dans le moment. Ça veut dire que hors de notre vue, il s'est passé un truc, il se passait des trucs, peut-être que ça lui montait déjà à la tête, on n'en sait rien. Mais ça ne ment pas, il s'est passé un truc. Et là, la goutte d'eau, c'était dans ce confinement. Moi, quand j'en parlais, je me disais, il va se passer, je voyais, c'est live. Le doc, tu peux dire que tu sentais le truc venir quand même, le doc. Quand je t'entends, on a l'impression que tu sentais le truc. Non, mais là, je le sentais. Moi, je sentais pire, il peut même remercier parce que je sentais que ça allait venir du côté de Détroit. Parce que si c'était là, il n'était pas simple. On parlait de confinement. Oui. Mais lui, comme pendant le confinement, Instagram était la mode de faire des lives et d'avoir des followers qui regardent et qui commentent. Lui, c'était en live avec ses potes dans une grosse voiture, dans un gros 4x4, après dans les supermarchés. Et dans le 4x4, personne n'était masqué, n'avait de masque et tout. Ça bavardait, et il laissait ça là. En fait, on pouvait tout entendre. Il n'y avait même pas à un moment donné, on se demandait même pourquoi il y avait le risque qu'ils soient contaminés, tout ça, oui. C'était même pas une discussion avec un autre. Il pouvait même prendre des fans. On se dit, peut-être qu'il va prendre des fans et dire oui, venez, je réponds. Mais non, il se filmait juste en train de discuter avec eux. Et ça peut durer 2 heures dans une voiture. Ça n'avait pas trop de temps. Et nous, ça nous a inquiété un petit peu, mais bon, là, je pense que Bouna, lui, il a une éthique de travail, l'expérience de Bouna Sarr ne se démontre plus. Donc, il a vu que peut-être que ça peut être détérioré dans son roster. Il te dit, bon, j'ai essayé, parce que je me dis quand même qu'un agent essaye, parce que ce que j'ai vu, c'est sûr que l'agent a vu pire. Moi, je ne suis même pas dans les papiers. Et donc, ça veut dire qu'ils ont essayé toute la saison. Et qu'au final, il s'est dit, bon, moi, je ne vais pas me casser la tête. J'ai déjà beaucoup de trucs à renégocier. Parce que pour Rudy Gobert, les négociations vont commencer. Evan Fournier, pareil. Je sais pas si Yann Maïmi. Ouais, il y a tout d'autre. À un moment, tu te casses plus la tête. Tu te casses pas la tête. C'est pas comme s'il manque d'argent. Hein. On en veut toujours plus parce qu'on veut faire un empire. Mais quand tu as un truc qui peut te porter préjudice à ton empire, tu mets de côté. Il y a quelqu'un d'autre qui va en profiter.
tant mieux. Mais bon, si ça ne va pas. Mais bon, moi, ça m'inquiétait. J'espère juste que il va tomber sur la bonne personne. Il va rebondir. Et que, parce que Détroit ne joue pas. Détroit, la saison, elle est finie. Donc, ce paramètre est très important. Il n'a plus de lieu où démontrer quelque chose avant une décision du club. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a même plus de match où il peut encore exploser. La J-League est arrêtée. Détroit ne joue plus. Donc, son sort va être entre les mains d'une équipe qui va se dire on fait confiance ou pas. Parce qu'on est mis en coupe, hein, pour tout et n'importe quoi. Donc, il faut espérer que la dernière image qu'il ait laissée soit pas une mauvaise pour l'équipe qui dise écoute, nous on veut reconstruire. Parce que Détroit veut reconstruire. Détroit veut absolument reconstruire. Quand tu laisses partir ton meilleur pivot, qui est peut-être l'un des 5 meilleurs intérieurs de cette ligue, en tout cas le meilleur rebondeur, et que tu laisses partir d'autres joueurs, comme on a pu voir partir Stanley Johnson et tout le reste, ça veut clairement dire qu'ils sont en train de créer de l'espace pour reconstruire. Pour être dans le projet, il faut être fort. Il faut montrer que tu es professionnel et fort. Sinon, Faisons. de côté, tu croises les doigts. Faisons intervenir le coach et après Missy. Coach Radar, en début de talk show, tu évoquais les jeunes, tu évoquais les jeunes qui ne veulent plus, qui n'ont plus la volonté d'être sur le droit chemin. Ah ben, je vais être global comme ça. Quand tu entends cette info concernant Sékou Doumbouya, comment est-ce que tu as envie de réagir? Sékou Doumbouya, c'est la Guinée, non, ses origines, non? Oui. C'est la Guinée. C'est la Guinée, voilà, la Guinée. Donc, coach, comment est-ce que tu as envie de réagir? Moi, je vais dire que je connais pas Sékou Doumbouya personnellement, mais les jeunes maintenant, c'est la mentalité est différente parce que quand Doc parle du fait que même son frère n'est pas au courant, mais il y a quelque chose qui est un peu léger déjà à ce niveau. Il est en retard aux entraînements, il manque aux entraînements et tout. Bon, c'est question de priorité. Oui, je comprends qu'il est jeune, mais quelle est sa priorité? Et c'est aussi question de système, parce que quelqu'un qui est, moi j'ai joué à l'université ici. Oh, Division 1, c'était comme un boulot. Parfois, c'était pas un boulot plaisant. Vous devez être vraiment discipliné, hein. Et quand vous venez aux entraînements, vous devez être là au moins 1 heure avant, parce qu'il y a ce qu'ils appellent, vous devez faire un stop dans le training room pour qu'on vous donne des massages, qu'on s'occupe de vous, qu'on vous fasse des bandages aux chevilles, pour que vous ayez du temps nécessaire pour être sur le terrain au moins 15 minutes avant que l'entraînement ne commence. Et en plus, on a des séances de musculation. Donc, ça nécessite beaucoup de discipline. Et il faut avoir un grand sens de priorité. Bon, moi, je vais aussi, je vais lui donner une excuse. L'excuse que je vais lui donner, c'est qu'il arrive dans un nouveau pays. Ouais. Ici aux États-Unis, les choses vont sans à l'heure. Et moi, j'ai eu la chance d'être autour de certains joueurs comme Luc Richard Mbamute, qui est très discipliné. Oui, quand j'étais à Miami, je suis allé voir son match et on a passé du temps ensemble. Je crois quand il jouait pour les Rockets, il y a 2 ou 3 ans. Mais la vie va vite parce qu'il devait rentrer le lendemain et prendre un autre avion pour aller jouer un match. Mais en même temps, après leur victoire, l'équipe sort pour aller célébrer. Et si tu n'es pas discipliné, qu'est-ce qui peut se passer? Oui. Si tu n'es pas discipliné comme Luc, tu te retrouves en train de boire. Tu peux te retrouver avec une fille ou 2. Et puis ça te déraille complètement ton lendemain. Et tes priorités changent. Parce que la vie est belle. Spécialement si tu n'as jamais connu ce genre de rythme. Et le rythme ici commence où? Ça commence à l'université. Là, on joue au moins 3 fois par semaine. Avec le temps pour récupérer. Et on s'entraîne tous les jours. C'était pas comme en Europe, là où tu t'entraînes 2 fois par semaine ou 3 fois et tu as un match.
Si tu as 3 matchs et tu t'entraînes les autres 4 jours avec les séances de télé et tout. Et je crois que c'est la même chose, approximativement la même chose chez les pros. Donc moi, je vais te donner une excuse sur le plan où c'est pas facile d'arriver dans un nouveau pays. Il faut essayer de trouver ta balance. Et c'est pas facile pour tout le monde de trouver leur balance. Et pour certains, ils sont que notre exemple. Mais comme a dit Doc, je crois que je n'ai Philippe. Oui. Il est toujours bien de s'entourer avec des gens qui sont familiers. Oui. Et qui ont ton meilleur intérêt en main. Pour son agent de dire que non, ça c'est pas c'est pas une bonne manière une bonne relation entre son agent et son joueur. Qu'il dit. Parce que l'agent protège les intérêts du joueur, mais le joueur a aussi sa part à jouer. Oui. Et quand je prends l'exemple que vous avez cité de Siakam, qui s'entoure de ses frères, qui ne seront pas tout le temps avec lui, mais qui sont de lui dire quand il fait des choses qui ne sont pas bien. Oui. Et tout le monde dans le monde professionnel gagnera à avoir une personne qui ne va pas lui dire ce qu'il va entendre. Oui. Mais lui dire des choses qui sont réelles, qui va certains sans être focalisés sur ce qui est important. Oui. Et bon, moi je vais lui donner un pass. Je vais lui donner un pass. Mais coach, dernier point, coach. Après tu enchaînes, tu vas enchaîner après Missy va prendre coach. Mais tu sais comment les choses vont vite en NBA. Hein, les choses vont très très vite. Si Sekou ne fait pas gaffe, il peut se retrouver au fond du banc, retourner en G-League. Bon, cette situation peut péricliter. Il y a aussi ça. Hein. Les choses peuvent aller très vite d'un sens comme dans l'autre. Oui, tu as totalement raison, Philippe. Mais c'est à lui de décider. Parce que c'est pas nous qui avons décidé pour lui. Oui. C'est à lui de mettre cette décision et de s'entourer des personnes qui ont son meilleur intérêt. Parce que s'il ne s'entoure pas des gens qui vont le pointer dans la bonne direction, ses chances pour être, pour avoir du succès diminue, comme tu l'as si bien dit. Mais en fin de compte, c'est sa décision à lui. Oui. Donc, il doit prendre ses responsabilités en main et faire les ajustements nécessaires. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment, tu le mets devant ses responsabilités, on va dire ça comme ça. Tu le mets devant ses responsabilités. Oui, il doit prendre ses responsabilités. Et moi, je souhaite qu'il prenne ses responsabilités. Parce que pour les joueurs noirs, qui sont sélectionnés dans un premier tour. Vous savez, le degré de... comment on appelle ça en français? Je suis désolé. Le degré de scrutiny. Quand quelqu'un est observé, on voit tous ses gestes et mouvements, ses performances, ça augmente. Oui. Oui. Donc, c'est quelque chose auquel il doit faire beaucoup attention. Missy, comment tu réagis des craintes pour Sekou Doumbouya, pour qui la carrière pourrait... Comme a vraiment dit le coach, il doit prendre ses responsabilités. Du temps de Michael Jordan, on a vu The Last Dance. Du temps de Michael Jordan, on savait qu'il y avait des problèmes au sein de Chicago Bulls. Tout n'était pas foncièrement rose. Mais on savait ça du fait que c'est les médias qui le disaient. Si ça avait été aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il n'y a rien qui est caché. Maintenant, votre comportement, on a les gens comme les Serena Williams qui peuvent être accros aux réseaux sociaux, mais vous ne les voyez qu'à un certain moment de la journée où ils vont venir mettre une vidéo, ceci. Mais pendant le reste du temps, ces gens-là s'entraînent. Si vous voulez aller loin, il faut... La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
et les Lakers. Et ce match qu'ils s'en va faire aux Lakers, tout le monde a dit, ah, mais Tatum, il va être un très bon joueur parce que quand vous êtes jeune joueur, il faut observer et écouter ceux qui peuvent vous apporter le plus, qui vont vous tirer vers le haut. Bam Adebayo, par exemple, il était dans la shortlist pour Team USA. Il a été coupé au dernier moment par Greg Popovich. Quand Greg Popovich l'a revu, il s'est dit, j'ai peut-être commis une erreur en ne le prenant pas. Mais quand il voit Bam Adebayo aujourd'hui, l'année prochaine, les JO ont été reportés. Il est sérieusement candidat à Team US. Et peut-être même que Popovich pourra l'appeler comme un... Donc tu suis le coach quand tu parles de responsabilité du joueur en fait, si je te suis bien. Hein. Oui, c'est responsabilité du joueur. Vous devez vous prendre en main. Regardez, on parle toujours de beaucoup de joueurs. Je prends le cas Russell Westbrook. Russell Westbrook, il n'était pas dans les radars de personnes. Quand il est arrivé à la NBA, il a dit maintenant j'ai le potentiel pour jouer comme les Kevin Durant et d'autres, Kobe Bryant et tout. Il faut que je montre à tous ces gens-là que moi, le talent, je l'ai toujours eu. Même si par moment j'ai pu ne pas l'exprimer. Et on sait où il est aujourd'hui. Vas-y, résume, après on va passer à la suite avec Joel Embiid. Vas-y, enchaîne. Juste pour vous dire, même quand on voit les Satam et tout ça, le sport demande que vous fassiez des sacrifices. Si vous arrêtez le sport à 32, 34 ans, voire même plus, ça veut dire que vos sacrifices, vous devez les faire peut-être de 5 ans jusqu'à 32 ans. Il n'y a pas de day off, il n'y a pas de jour où vous vous dites, je ne vais pas m'entraîner parce que voilà. Vous devez vous maintenir à jour parce que votre place, elle n'est pas menacée par ceux qui sont déjà dedans. Elle est menacée par ceux qui viennent après vous. Et on peut le dire là. Rendez-vous compte, le meilleur lycéen, coach, il peut le dire, le meilleur lycéen de cette année, c'est Emory Bett. Emory Bett, il a 16 ans. Jamais un lycéen aussi jeune n'avait accédé à ce titre. Et on le voit un peu comme Kevin Durant et tout ça. C'est un gamin qui va... En tout cas, on espère le meilleur pour ses coups. On espère le meilleur pour ses coups. Il faut véritablement qu'il prenne les choses en main. Et je crois qu'il devrait écouter cette vidéo de Pascal Siakam où Pascal Siakam s'exprime un petit peu je crois qu'on a commenté un petit peu la conversation de Pascal Siakam avec le footballeur Alexandre Song, et Pascal Siakam il le dit, hein, t'as 3 ans hein, pour te faire voir en NBA, après tu disparais tu disparais et il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un jeune là à côté qui est prêt à prendre ta place. Pascal Siakam qui avait évoqué ça en rigolant, mais c'est très très sérieux. Il faut véritablement que ces coups se remettent au boulot. On va enchaîner, Missy, avec Joel Embiid. Missy, on va enchaîner avec la suite. On va parler de Joel Embiid qui s'est exprimé dans les médias entre 2 entraînements au micro de Lauren Rosen. Joel Embiid il s'exprime pas beaucoup. Hein. On l'a pas beaucoup entendu pendant cette pause suite à la crise sanitaire. Donc, avoir la possibilité de commenter un petit peu ce qu'il a dit, c'est important. Coach Radar, tu es avec nous, on va commenter ça. Le coach est là. Le coach est là. Je vérifie la liaison avec le coach. Est-ce que Coach Radar est là? Allô, coach? Allô? Je suis là. Ok, super. Je partage avec vous les déclarations de Joel Embiid. C'était aujourd'hui au micro de Lauren Rosen. Joel Embiid qui s'est exprimé. Alors, je vais juste partager avec vous les déclarations concernant le basket, puisqu'ils ont abordé plein de sujets avec l'actualité. On a assez parlé de l'actualité George Floyd, mais on va plutôt parler de l'actualité basket, où on lui a posé la question. Il lui a posé la question sur son entraînement, comment ça se passe, sa routine d'entraînement. Il a dit on travaille assez depuis 4 semaines, voire environ 6. On travaille 6 fois par semaine. On essaye d'avoir une longueur d'avance, de nous préparer pour tout ce qui va arriver. J'ai quelque chose à prouver
J'ai l'impression que chaque fois que l'occasion se présentera, ce sera mon moment. Et il a rajouté, j'avais l'impression qu'avant la fin de la saison, j'étais sur cette voie. Surtout après ce match au All-Star Game, ma mentalité a complètement changé. La première partie de la saison n'était pas à la hauteur de mon niveau, même pas proche. J'étais sur cette voie pour tout changer, sortir et faire en sorte que cela se produise. Quant à ses relations avec ses coéquipiers depuis depuis le confinement, il a dit « Nous avons un chat en groupe avec mes coéquipiers. Je pense que c'est Tobias qui a commencé à communiquer dans ce chat et ensuite nous avons continué à discuter ensemble. C'est comme ça que nous restons en contact. » On lui a demandé comment est-ce que l'expérience de Last Dance lui a plu. Il a dit j'ai regardé ça, c'était très intéressant, j'ai eu beaucoup de similitudes et beaucoup de gens me l'ont dit. Je suis toujours calme à ce sujet, mais j'ai en quelque sorte vu qu'il y a beaucoup de similitudes et je peux être ce genre de joueur. Là, il parle de Michael Jordan. J'ai juste besoin de continuer à travailler. C'est ce que je fais. C'est un excellent documentaire que j'ai apprécié. Un message pour les fans de la part de Joel Embiid. Il a dit, je veux que tout le monde soit en sécurité. Je veux que tout le monde soit en sécurité. Ce n'est rien. Le plus important, c'est d'être en sécurité. Vous ne savez pas ce qui peut arriver, mais quand le moment est venu, il faut véritablement penser à ça, être en sécurité. Et je peux être sur le terrain. Et puis, non, il a dit, voilà, il dit, voilà, globalement, c'est ce qu'il dit, hein. C'est ce qu'il dit, il faut être en sécurité, il est content de représenter les Sixers, la ville de Philadelphie, etc., etc. Alors, le coach, on va t'écouter, concernant, Joel Embiid. Joel Embiid qui a dit sa mentalité a changé. Alors, coach, entre nous, c'est pas la première fois qu'il le dit, hein, que sa mentalité a changé. On a entendu Joel Embiid, on va dire, je vais pas utiliser le terme retourner sa veste, mais je vais quand même dire que Joel Embiid, à plusieurs reprises, on n'a jamais su sur quel pied danser avec lui, parce qu'à un moment, il dit, je suis sérieux, à un autre moment, ses actes nous font penser le contraire. On se souvient encore de ces petites bifs avec Charles Barkley. D'ailleurs, Joel Embiid, lorsque vous évoquez Charles Barkley, il est pas content. Il est très énervé parce que vous connaissez le franc-parler de Sir Charles lorsque Charles Barkley dit que Joel Embiid ne s'investit pas comme il le devrait, lorsqu'il se fait tirer les oreilles par Shaquille O'Neal qui espère avoir un Joel Embiid dominateur comme lui il l'a été en son temps et de ne pas pouvoir le voir, l'apprécier à sa juste valeur, ça fait mal. Un Joel Embiid qui dit j'ai changé, j'ai la mentalité pour amener mon équipe au titre, ça je l'ai déjà entendu et moi je peux en douter. Le mental de Joel Embiid pour moi il est assez friable. J'espère véritablement que cette fois c'est la bonne. Le doc, on va écouter coach, on va écouter le doc, on va écouter Missy. Coach, comment est-ce que tu as envie de réagir? Est-ce que tu y crois en ce nouveau Joel Embiid ou alors est-ce que tu veux voir? Coach? Alors? Vas-y. Ouais, non, moi, j'ai un seul message. Si j'avais quelque chose à dire à Embiid, voici ce que moi je lui dirais. Ne me dis pas, montre-moi. Ouais, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Ne me dis pas, montre-moi. Parce que nous savons tous qu'il a la capacité d'être le joueur le plus dominant à l'intérieur. Parce que quand il décide d'aller à l'intérieur, justement, il passe son temps au lancer franc. Oui. Parce qu'il n'y a pas véritablement quelqu'un qui puisse t'arrêter. Mais aujourd'hui, il joue dans la raquette de manière féroce. Et le match suivant, il a la ligne de 3 points. Bon, moi, je vais pas entrer dans les critiques, mais moi, je pense que s'il joue à l'intérieur, c'est un joueur qui sera instoppable, comme Shaq l'a dit. Donc, moi, j'ai un seul message quand il s'agit de Joel Embiid. Ne me dis pas, montre-moi. Coach, le fond de ta pensée est tellement illuminé au niveau de mon cerveau que moi je vais dire clairement comment moi je ressens le truc. Toi, tu n'y crois pas. Non, je n'ai pas que je n'y crois pas. Non, je n'ai pas dit que je n'y crois pas. Je sais qu'il a le potentiel.
Oui. Tout ce que je dis, c'est que si Joel Embiid était en face de moi maintenant, si tu me demandes ce que je vais lui dire à propos de ses déclarations, je vais lui dire, Joel, ne me dis pas, montre-moi. C'est cash. C'est Ouais. cash. C'est cash. C'est cash. Je te comprends. Ça ne veut pas dire que j'ai le doute sur ce qu'il dit. Non, mais si tu me montres ça, là maintenant, tu fais de moi un croyant. Oui, de manière définitive. Donc, et est-ce que je pense qu'il a le potentiel de le faire? Oui. Je pense qu'il a totalement le potentiel d'être le meilleur joueur en NBA. Mais tu veux voir. Ouais, tu veux voir. Oui. Je veux voir. Tu veux voir. Le Doc ONP, comment est-ce que tu réagis, Joel Embiid qui dit qu'il a un nouvel homme depuis qu'il a regardé The Last Dance. Il sent qu'il peut le faire. Il sent qu'il peut nous faire une first dance à la Jojo. Le Doc ONP, il a dit ma mentalité a changé. Je sens que je peux être cet homme. Comment est-ce que toi tu réagis? Moi, je vais être cash. Moi, je vous l'ai dit de la même manière que le coach Radar a dit ne parle pas, montre-moi. Moi, je vous dis comme je le sens. Depuis que on suit la carrière de Joel Embiid, je l'ai déjà vu se remettre en question plusieurs fois et à chaque fois, j'ai été déçu. J'espère que cette fois c'est la bonne, mais je suis un peu comme le coach. J'ai envie de voir. Je doute véritablement de cette capacité à maintenir l'effort, parce que c'est ça le problème de Joel Embiid. C'est ça le problème que moi j'ai, sauf si vous avez un autre problème avec Joel Embiid. Moi j'ai un problème le problème que j'ai avec Joel Embiid, c'est la constance dans l'effort. Joel Embiid, il peut vous faire 2 matchs à 30 points, 40 points, 20 points, mais après il enchaîne avec des mauvaises performances. On a l'impression que ça va pas, bref. C'est un petit peu bizarre. Bon, bref. Le coach, je vais dire une dernière chose avant que je fasse la passe à Simon. Le coach Radar? On va faire la passe à Simon le temps que le coach revienne avec nous. Le Doc ONP, comment tu réagis? Joel Embiid, un nouvel homme. Oui, je suis un peu comme toi. On a partagé ces expériences ici, là, et nos avis. Coach a un peu touché, moi, ce que j'ai toujours dit ici, c'est que je sais pas si ça vient de l'équipe, mais lui c'est la star de l'équipe, et que dans toute équipe, une star a le droit de dire son mot dans son jeu. On sait pas trop ce qu'il fait à la périph' à 80% du temps, alors que c'est poste bas ou bien c'est dans la peinture qu'il peut aller aider son équipe, pas seulement dans les points, mais on sait bien que en NBA, on est obligé de faire faute sur lui. Il met l'équipe adverse en foul trouble assez rapidement quand il est sur le terrain. C'est une succession de lancers francs par la suite. Il fait très mal aux adversaires quand il trouve sa place dans cette peinture. On me dira tantôt que c'est les systèmes, que le ballon n'arrive pas. On me dira tantôt que c'est lui. Mais moi, il y a un seul truc que je sais, c'est que quand tu es la star de l'équipe, en NBA, ça fait partie des ligues où les stars peuvent même faire virer les coachs. C'est-à-dire que quand tu sais, je ne sais pas si quelqu'un lui a dit ou bien il ne le voit pas, un jour il a même dit qu'il a grandi avec Kobe Bryant et Kevin Durant. Kobe Bryant et Kevin Durant ne font pas 2,16 m pour 120 kg. Qu'est-ce que je pense pas. Donc, à un moment donné, on maximise dans le sport ses capacités, on maximise ses performances avec le don que la nature nous a donné. Si tu as les mensurations de Hakeem Olajuwon, qu'est-ce que tu me parles de Kevin Durant et de Kobe Bryant? Qu'est-ce que tu me parles de, je sais pas trop. Paye, tu vas travailler. Tu es venu en NBA, tu as séduit le monde entier parce que tu as rappelé le pivot le plus doué de tous les temps. Parce qu'on parle de don, peut-être le pivot le plus doué dans les moves, dans le bagage technique, le bagage psychologique, c'était Hakeem. Tu as rappelé ça aux gens. On l'a connu pour ça. C'est pour ça. C'est parce que ça faisait longtemps, même ça l'a dit, les big men des années 90-2000, c'était mort. C'est lui qui est venu rappeler ça. Il a rappelé toute une génération de Pat Ewing, à David Robinson, à Hakeem Olajuwon, une génération dorée. Il a rappelé ça aux gens. On aurait dit, quand il est arrivé à NBA, qu'il sortait du grand Georgetown. Mais il a, à un moment donné, on ne sait pas trop ce qu'il fait à la périph' et tout. Bon, outre que ça c'est à côté, parce que le coach en a un petit peu parlé.
Mais si, comme tu dis, moi j'attends de Joel Embiid déjà de voir. Toi, tu as parlé de performance, mais moi je parle de son body language et de son mental. Parce qu'on le sait bien que l'année dernière, ça a failli marcher. Parce qu'il y avait un joueur qui a ramené du mental dans cette équipe, et c'était Jimmy Butler. Et que sans lui, ils auraient coulé peut-être dès le premier tour mentalement. En tout cas, sans lui, il n'y a même pas ce fameux Game 7. Et en plus, si je veux aborder le point de sa gestion de sa santé et de son alimentation et de son suivi, les joueurs qui ont des gros contrats comme ça ont des mecs qui les suivent. Ils ne se permettent pas de passer la journée à manger avec leurs petits amis pour que les papas à manger des pizzas. Tu sais bien, tout ce que moi j'ai, tous les professionnels dont j'ai entendu parler ont des nutritionnistes. Ils ont tout. On a vu le poids qu'il prend à un moment donné. Il a des problèmes de genoux. Les playoffs, moi j'ai dit, c'est mon petit frère camerounais que je soutiendrai toujours. Mais quand j'entends les gens tirer sur ses coéquipiers, je dis ne tirez jamais sur ses coéquipiers. Hein. On a vu encore cette saison quand il était absent, comment Ben Simmons, qui est nul à 3 points, a quand même step up. Il tournait après 24-25 points en l'absence de Joel Embiid. Tobias Harris, ils ont step up. Ils ont maintenu le rythme à domicile au moins, quand il n'était pas là. Donc ils ont maintenu le rythme. En playoff, c'est ce qui s'est passé. Les 2 derniers playoffs, c'est parce que Joel Embiid est à 50% que ces mecs la perdent. Hein. Ne cherchons pas midi à midi. Il aurait été à 80%. Jamais il y a même un game 7 contre Toronto. L'année dernière, vous vous rappelez, mal de dos, mal de genoux, mal de ventre, tout ça. Pendant cette série, on a tout entendu sur Joel Embiid. On a tout entendu. À un moment donné, comme on dit, il peut avoir la malchance, mais il peut avoir un moment un souci de préparation psychologique, physique. Et le poids qu'il avait pris à un moment, on ne comprenait pas. Donc, si tu veux prendre du poids et jouer à la Jokic, sois un peu à droite extérieur et tu fais des passes, si tu veux. Mais c'est pas pour ça que toi tu es connu. Donc moi j'attends Joel Embiid. Bon, moi j'attends juste comme vous de voir, mais j'ai envie qu'il ait un préparateur mental et qu'à un moment donné, son body language et son mental changent face à l'adversité. Parce que face à l'adversité, quand Joel commence à baisser la tête, on sait que le match est fini. Oui, on sait c'est sûr. Quand il commence à baisser la tête comme ça, à un moment donné, je ne sais même pas. Je l'ai vu une fois cette saison faire une remontada au score. Et il était sur le retour. Mais c'était, je pense, face au box. C'est pas comme si c'était un match de foot. Ouais, donc, tu as vu on attend mieux de lui. Tu as vu le classement où ils sont. Oui. Donc, le classement, il ne sera pas obligé. Parce que je pense que c'est une organisation qui a été patiente, qui a tout donné. Le process, ça s'est construit autour de lui. Et ils ont été méga patients. Ils ont tout, même quand ils ne jouaient pas, ils ont tout fait. Bon, c'est le moment de Joël de surprendre tout le monde. Ils sont plus favoris maintenant. Qu'ils me surprennent tout le monde là en play-off et touchent au moins les finales de conférence. Je pense qu'avec un Joël à 100%, c'est possible. En tout cas, ce serait merveilleux. Missy, comment est-ce que tu réagis aussi à tout ce que tu as entendu avec Joël? On a tous eu des mots durs pour Joël. Peut-être que toi, tu vas être un petit peu plus, tu vas un peu le caresser dans le sens du poil, peut-être. Je vais rester dans la même ligne que vous. Quand on a vu débarquer Joel Embiid nous a fait espérer et montrer un talent qu'on n'avait jamais vu sur un pivot depuis Olajuwon. Olajuwon arrive à NBA en 84. Olajuwon était drafté en première position devant Jordan. Donc, quand on regarde l'ensemble de la carrière d'Olajuwon, on peut même dire que Olajuwon est dans les livres d'histoire pour une chose. Olajuwon a été dans la saison 93-94. Olajuwon, rendez-vous compte, il a été MVP des saisons régulières, meilleur défenseur de l'année, MVP des finales et champion NBA. On parle souvent beaucoup de Jordan. Jordan a fait beaucoup de choses, mais ça, je crois qu'à ce jour, il est le seul joueur. Parce que Olajuwon a pratiqué sur un terrain ce qu'il savait faire. C'est exactement la même histoire qui se passe avec Dikembe Mutombo.
Mutombo, sorti de l'université de la fac de Georgetown. Ces mecs-là, ils se sont pas aventurés dans les choses qu'ils savaient faire ou ne savaient pas faire. Larry Bird, c'est au demeurant quelqu'un qu'on aime bien. Il y a très peu de gens qui parlent même de Larry Bird comme l'un des meilleurs tireurs à 3 points. On se souvient des layups et de tous les points que Larry Bird a été cherché dans la raquette. Quand il y avait donc pour Joel Embiid, vas-y, pour Joel Embiid, donc tu veux dire? Et donc pour Joel Embiid, ce que nous avons dit, c'est que ces qualités qu'il a montrées, il faut qu'on les voit. C'est ce que je dis toujours aux jeunes. Vous ne pouvez pas avoir le talent et dormir avec le talent. Vous ne vous endormez pas avec le talent. Et le temps, il passe. Joel Embiid a dit je vais être le meilleur joueur de cette ligue. L'histoire retient Michael Jordan parce que le jour où Michael Jordan a posé les pieds au Chicago Bulls, il a dit c'est la culture de la gagne que j'amène. Les choses doivent changer. On n'est plus dans une franchise qui doit perdre un match par-ci, par-là. C'est là où il est venu bousculer tous ses coéquipiers. Il a mis tout le monde dans le mouvement. Joel Embiid est véritablement le franchise des Sixers. Il doit porter cette équipe. Il ne doit pas être tremblant dans les 2 dernières saisons des playoffs, notamment l'avant-dernière saison quand ils se font éliminer par Boston. Sa gestion de fin de match, elle est catastrophique. Vous ne pouvez pas être un joueur aussi dominant et gérer aussi mal. Quant à ce qui est des tirs qu'il veut prendre comme Steph Curry, il faut qu'il oublie ça. Ce n'est pas son jeu. Son jeu, si Joel Embiid est dans une raquette, soit ça tombe dedans, soit il occasionne votre faute. Ça, on veut le voir dans l'énergie, dans le constant et en permanence. Donc ça, il faut que son organisme, on a besoin qu'il se maintienne en santé. La première chose que je demande à Joel Embiid de faire là maintenant, c'est avoir la santé. Parce que les gens, quand les playoffs viennent, les Kevin Durant, tous ces joueurs-là, ils parlent un peu de Kevin Durant. Il a parlé un peu de Kobe et de Kevin Durant. De ces joueurs-là, quand viennent les playoffs, ils se mettent en mode playoff. Il va falloir à un moment donné que lui-même, il se mette en mode playoff. L'année dernière, nous l'avons dit au début de saison, si les Raptors peuvent être champions, ce sera avec Pascal Siakam. Et Pascal Siakam a été même encore plus bon dans les saisons, dans les playoffs qu'en saison régulière. Et lui et Kawhi Leonard sont à ce jour l'un des duos les plus prolifiques depuis que la NBA existe aux playoffs. S'il y en a plein qui sont capables de faire ça, on le veut sur ça. Il n'est pas question qu'on compare Siakam et Embiid. Il est question qu'on se dise que nos 2 joueurs-là, ils ont les possibilités. Quand on voit quelqu'un qui exprime plus ses possibilités que l'autre, on doit dire à l'autre que exprime-toi aussi ce talent. Ils ne jouent pas au même poste. C'est pas une comparaison de poste à poste, mais c'est une comparaison de l'état d'esprit que Joel Embiid veut qu'il prouve son état d'esprit. On attend de lui qu'il nous montre ce qu'il a dans le ventre. Voilà. On ne l'a pas encore vu. On veut le voir. On ne veut pas entendre dire on ne veut pas qu'il reste un éternel prospect. Il ne peut pas rester un éternel prospect. Allez, voilà, vous l'aurez compris, un véritable plaidoyer pour que Joel Embiid nous prouve qu'il est capable de faire mieux et qu'il est capable surtout d'aller loin. Il faut laisser Joel Embiid tranquille. Le coach Rada, tu estimes qu'on tape trop sur lui, c'est ça? Non, souhaite à Joel Embiid tout le bien possible et beaucoup de santé parce que bon, on a bien beau parler, les blessures, ça fait partie du jeu, hein. Ça arrive. On a vu les joueurs comme les joueurs promettants comme Anthony Hardaway et tout.
Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on donne un peu de positif. On lui souhaite beaucoup de santé et parce que s'il joue bien, nous tous nous sommes contents. C'est ce qu'elle a dit aussi. Dans un autre côté, je crois que on lui souhaite de meilleur, en tout cas. On se soucie beaucoup de la manière dont il joue, mais bon, il est aussi quel que soit ce qu'on dit, c'est aussi un jeune. Donc là maintenant, il faut qu'on lui accorde le bénéfice du doute. Oui. La saison commence bientôt. Nous allons voir, mais donnons-lui le bénéfice du doute. Et moi, j'espère qu'il va pouvoir. Moi, j'aimerais le voir gagner un titre parce que ça va rehausser l'image du pays et ça va ouvrir la porte à beaucoup d'autres joueurs, un peu comme Pascal a fait l'année passée. Bien sûr. Ça, c'est quand il joue bien, nous tous nous sommes contents. Ah, ça, ça c'est sûr. C'est ça le plus important. Oui. Ne nous dis pas montre-nous, mais on te souhaite toute la chance de santé, les vœux de santé et les vœux de réussite. Voilà. Parce que c'est aussi bien de finir sur cette ligne. Sur cette ligne positive. Allez, on va passer à la suite, Missy. On va passer à la suite. On n'a plus beaucoup de temps. Le Doc One P, il faut que tu enchaînes avec ta rubrique sur les matchs attendus, sur cette reprise. Doc One P, comment est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus, sur les 28 minutes qui nous restent pour la fin de cette émission. Le Doc One P. Non, je vais essayer de brosser un petit peu, les matchs et moi, ce que je pense. Après, on a quand même deux panélistes expérimentés qui nous diront ce qu'ils en pensent. N'hésite pas à m'interrompre s'ils voient quelque chose, ou bien qu'ils nous fassent part de leurs impressions. Parce que comme je te disais mardi, avec cette formule de terrain neutre où il n'y a pas d'avantage du terrain, moi je me disais, c'est le seul calcul, ce sera un calcul de quel adversaire je ne veux pas affronter au premier tour. Voir quel adversaire. On sait bien que ça joue pour certaines équipes qui visent au moins d'avancer dans les demi, voire les finales de conférence. Dans le passé, il y avait un objectif aussi financier. Parce que plus tu avances, plus ton public vient au stade, plus tu touches les droits. Là, on est en terrain neutre, il n'y a pas de public. J'espère qu'il y en aura, comme je te disais. J'espère qu'au niveau sanitaire, ça va aller mieux et qu'ils pourront quand même nous mettre quelques gens dans le stade. Mais les enjeux font que moi, je me posais des questions par rapport aux adversités des 8 matchs. Il y en a 8. Et pour l'instant, comme je disais, il y a des équipes déjà qualifiées. Il y a des équipes déjà qualifiées. Il y en a d'autres qui vont se battre pour la qualification. Et c'est ce qui nous passionnait un petit peu l'autre jour quand on en parlait. On se demande est-ce que Memphis va tenir. Et pour se demander si Memphis va tenir, il faut savoir quels sont les adversaires de Memphis les plus dangereux. On était d'accord que Portland et le retour de Nurkic, et hier je suivais Kenny Smith qui le confirmait, qu'on disait mardi, que selon lui, Portland peut bénéficier de ça parce qu'ils ont un retour de Nurkic, Zach Collins qui va aussi revenir. Damian Lillard était sur le retour après une blessure assez inquiétante. Donc là, ils vont reprendre le rythme, ils vont repartir en force. Je ne sais pas si Memphis pourra tenir, mais ça encore, ça va dépendre. Voilà pourquoi aujourd'hui on voulait voir les matchs. Quels sont les matchs que vont jouer chacune de ces équipes? Parce que les confrontations peuvent être problématiques. Pourquoi, à part Portland, bien sûr, il y a la Nouvelle-Orléans qui va retrouver tout son roster. Parce qu'on sait bien que la Nouvelle-Orléans, moi je l'ai toujours dit depuis le début de la saison, pour moi ça devait être ma surprise de cette saison parce que c'est un bon petit roster. Les blessures de Derrick Favors dedans, il n'avait plus d'intérieur parce que le petit rookie Jackson Hayes, il est assez léger. Et outre ça, leur star quand même, Zion, qui pouvait amener du poids, a été blessé. Mais quand tu prends Derrick Favors dans une raquette, ça faisait beaucoup de kilos. La preuve, quand ils se sont retrouvés, très peu de matchs perdus. Ils ont secoué des grosses équipes. Tu rajoutes Drew Holiday et Brandon Ingram derrière. Et surtout, Antoine Moore à l'expérience et JJ Redick.
une équipe qui est complète de fou. C'est une équipe qui a tout ce qu'il faut. C'est vraiment une équipe qui a tout ce qu'il faut. Donc, après, on a vu Sacramento Kings qui revenait parce qu'ils ont non seulement eu des retours de blessures, mais ils ont acquis à l'intérieur ce qu'il fallait, ce qui leur manquait. Parce qu'ils avaient fait partir des intérieurs, parce que Holmes, le jeune Richard Holmes, je pense, il s'était blessé, mais ils ont compensé Jabari Parker, expérience, et surtout pour moi, leur pivot qui vient de Atlanta, là, j'oublie son nom, Alex Len. Je sais pas trop pourquoi Atlanta l'a laissé partir en pensant que Capella va vouloir jouer. Je n'en sais rien. Donc, qui va essayer de grappiller cette place? On peut estimer que Dallas, pour moi, Dallas, je pense qu'ils vont les faire, les playoffs. Je pense Dallas est à 40-27. Portland, les premiers menaçants sont à 29-37. Donc, je pense que Dallas, il leur faut une seule victoire pour boucler ça. Par contre, Memphis, qui a 3 matchs, est-ce que Memphis pourra tenir? On va commencer par le programme de Memphis. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que le programme de Memphis n'est pas simple, Phil. Le programme de Memphis, c'est tout simplement prenez match directement les Blazers. Et ce match devait être un match à domicile qui va se transformer en un match en terrain neutre. Un terrain neutre, oui. Oui, donc ils vont prendre les Blazers. Deuxième match de Memphis, ensuite, ils vont prendre, et n'oublions pas qu'il y a le rythme, parce que la NBA va imposer un rythme à ces matchs-là. Et je pense que chaque équipe va au moins jouer un back-to-back. Et il y aura un rythme effréné. Et il y a le physique, l'expérience. On va dire qu'ils sont reposés, ils sont jeunes, les joueurs de Memphis. Mais attention, parce que leur deuxième match, ils jouent le Utah Jazz. Et c'est pas simple, parce que la problématique du Utah Jazz est la suivante. La problématique du Jazz qui est actuellement 4e, c'est de rester 4e. Voire de chatoyer peut-être Denver qui est 3e. Mais 4e, pourquoi? Parce que 4e, le Jazz affronte OKC. Et que, même si OKC c'est fort, c'est surprenant, c'est vivifiant, parce qu'ils nous ont fait plaisir, vaut mieux quand même prendre OKC au premier tour que de se retrouver 6e et tomber sur Denver ou les Clippers. Ça, ce serait compliqué. Donc, le Jazz ne va pas aller pour se promener. Memphis affronte Blazers, Jazz, ensuite les Spurs. Ça, ce sera le match qui, pour moi, le plus facile, parce que je pense que les Spurs, même s'ils ont de l'orgueil, je pense que ça va être avec la Marcus Aldridge blessé, la Marcus Aldridge est out, je vois pas trop. C'est chaud. Mais ensuite, Memphis prend le fameux Thunder dont je parlais. Ensuite, maintenant, Memphis prend les Bucks. Ça va dépendre de l'état d'esprit des Bucks. Ils auront déjà peut-être assuré la première place, comme je le pense, et ils vont éviter les blessures. Peut-être les 4 derniers matchs, ils vont faire tourner. On ne sait pas. Mais pour finir, la vraie problématique de Memphis, c'est qu'ils affrontent les Pelicans 2 fois. Ils affrontent les Pelicans 2 fois. Les Pelicans au complet maintenant par 2 fois. Et je pense que c'est sur ce match qu'on va savoir un petit peu. Ça va se décider. N'oublions pas que le 8e et le 9e, en cas d'écart de moins de 4 matchs, va jouer un petit tour de play-off de 3 matchs là, mais j'ai peur que à ce moment-là, ces 2 confrontations-là profitent aux autres derrière qui vont venir, parce qu'ils s'affrontent 2 fois. Donc il y aura 2 perdants. En tout cas, un perdant une fois. Alors s'ils perdent les 2 matchs, c'est catastrophique. Je descends directement sur leurs adversaires directs. Portland. Premièrement, Portland, parce que je vous dis, Dallas n'est pas qualifié, mais je les considère déjà. Parce que Dallas a le même nombre de victoires que Houston, mais a perdu 3 matchs de plus. Donc, on peut dire que Dallas, c'est déjà parti. Par contre, Portland. Les Blazers de Portland se retrouvent, pour moi, c'est l'équipe qui va le plus profiter. Parce qu'il y a des retours dont je parlais. Mais, comme j'ai dit, le premier match, c'est face à ces Grizzlies. En terrain neutre, et avec Damian Lillard de retour à 100%, McCollum toujours là, ils ont profité. Parce que, je le disais, lors des blessures, ils ont recruté des gars qui sont rentrés dans le roster et qui se sont acclimatés. Ariza, expérience. Carmelo, expérience. Ron Wood, je pense qu'il va rester blessé. Lui, ça va être mort. Mais Whiteside sera à 100%. Quand tu as Whiteside, tu as Nurkic.
Je peux te dire quand même que dedans, au rebond, et la bataille du rebond en playoff, Dieu sait que c'est important. Avec Zach Collins de retour, je pense que Portland, ils ont de bonnes chances. Ils vont avoir des problèmes. Mais Portland encore, deuxième match, ils affrontent Houston. Et on sait que Houston va se battre. Houston 6e ne va pas vouloir rester 6e, sauf peut-être si Denver reste 3e. Parce que le 6e affrontant le 3e, je pense que c'est le meilleur tirage pour les Rockets au premier tour. Les gens oublient peut-être ça. Denver en playoff, c'est pas le Denver de la saison régulière. Ça va peut-être changer cette saison. Mais à l'expérience, Houston en playoff, quand Harden touche ses pieds en playoff, c'est pas toujours agréable à voir pour les adversaires. Et c'est surtout que les gars de Houston seront reposés. À part contrôler, il y a quand même des rebondeurs du côté de Denver. Mais au choix, moi, Houston, je préfère affronter Denver qu'affronter Utah ou bien, à la limite, OKC peut-être. Mais Utah, la bataille du rebond est d'office perdue pour Houston, qui va jouer small ball. Donc, je pense que Houston va peut-être calculer et se dire, on reste 6e seulement si c'est Denver 3e. Mais bon, ça, ce sera fait partie des 4 derniers matchs. Mais en tout cas, affronter Houston n'est pas une très bonne nouvelle, mais Portland le peut. D'ailleurs, Lillard réussit bien face à Russell Westbrook, et ça, je ne vous l'apprends pas. Par contre, ensuite, Portland affronte Dallas, qui pour moi, ça va être une formalité. Dallas, pour moi, je les vois déjà qualifiés. Je pense même avant ce match. Ensuite, le calendrier de Portland se complique quand ils affrontent les Sixers. Parce que les Sixers, on l'a dit, veulent monter dans le calendrier, veulent monter dans les places. Dans le classement. Parce qu'à l'instant T, les Sixers sont 6e à l'instant T et tombent sur Boston au premier tour. Et tomber sur Boston au premier tour, ça ressemble à Veni Vidi Vici pour Boston. Donc, j'espère que Philly va essayer de grappiller dans les places pour éviter d'affronter soit Boston, soit Toronto, soit Milwaukee. Donc ça, ce serait une catastrophe au premier tour, parce que même si tu laisses des plumes. Totalement, tu es lessivé pour le deuxième tour qui va s'enchaîner très vite. Ensuite, Portland prend les Celtics, les Nets, les Lakers, le Heat ou le Magic. Donc, la problématique de Portland, elle est là, c'est que les Celtics ils ont creusé un petit peu, même si Miami les dérange. Mais je pense qu'au moment d'affronter les Celtics vont éviter les blessures. C'est les 3 derniers matchs, donc ça va couler. Et c'est ce que je te disais, Phil, qui me pose problème avec ça. Affronter les plus forts parmi les derniers matchs, d'habitude, c'est un problème. Mais là, ça risque que, surtout, beaucoup auront peur de la problématique des blessures, ceux qui sont déjà qualifiés, à part sur le jeu, comme je disais, des affrontements, les Nets, les Celtics, les Lakers et moi les Nets, sans le retour du Sub-Zero, seront déjà éliminés. Donc, Celtics, Nets, Lakers, Portland peut finir en trombe et prendre ces 3 matchs et s'assurer au moins le barrage. Voilà pourquoi je dis Portland, je les vois bien, parce que leurs 3 derniers matchs, c'est plutôt des matchs à confrontation, voilà, où on va se dire, bon, surtout si c'est le Heat qu'ils prennent, parce que le dernier match, le Heat, ils vont laisser couler. Tout le monde va laisser, tous ceux qui sont déjà qualifiés. Maintenant, l'autre menace, je ne vais pas aller, parce que je vais laisser intervenir les autres, je ne vais pas aller jusqu'à San Antonio. Je suis désolé pour le Phoenix et pour San Antonio, même si mathématiquement ils peuvent toujours, mais rattraper Memphis qui a 5 matchs sur 8 matchs, il faut vraiment un miracle, surtout qu'il y a des affrontements communs. Donc, Sacramento qui est au nombre de victoires que la Nouvelle-Orléans, je peux prendre la Nouvelle-Orléans parce que j'y crois peut-être un peu plus, même si les Kings, que j'ai vu fort à domicile, mais là il n'y a plus de domicile. Avant le confinement, les Kings ont montré des belles velléités à domicile, mais la Nouvelle-Orléans, avec leur physique et le retour de tous leurs joueurs, je les vois mieux et leur programme est d'ailleurs un premier match contre Sacramento Kings, un deuxième match contre Utah, un troisième match contre les Clippers. Et là, est-ce que la philosophie des Clippers sera nous sommes une équipe déjà qualifiée, on veut juste être prêt, peu importe l'adversaire. On sait bien que c'est une équipe de mercenaires qui sont des gars redoutables en play-off. Je pense que les Clippers sont une équipe, à part, eux ils s'en foutent des équipes qui vont prendre quand tu les vois jouer. Ils prennent tout. Ils ont fait une équipe faite pour les play-offs. Les Clippers, c'est que des gringos qui sont prêts pour les play-offs. Eux, ils n'ont pas trop de problème avec ça.
Et je pense quand même qu'ils veulent, au premier tour, éviter quand même les Lakers, voire peut-être Houston qui leur a posé problème. Je pense que Houston, ça les dérangerait, mais sinon, la Nouvelle-Orléans, ensuite la Nouvelle-Orléans prend tout. Spurs, Grizzlies, Kings, Grizzlies et Magic. Donc, ils vont affronter 2 de leurs adversaires directs. Donc, ça va se jouer là. Kings 2 fois et Grizzlies 2 fois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Grizzlies vont devoir nous surprendre et nous agréablement. Parce que c'est une équipe qui a tout donné dans la saison. Ils sont à leur place. Ils la méritent. Même si les autres ont connu des blessures. Mais ils sont à leur place. S'ils nous surprennent, tant mieux. Mais c'est là où je vois vraiment Pelicans et Portland être plus près de cette 8e place. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, un premier tour, je le visualise déjà. Un premier tour de Anthony Davis face à ses anciens coéquipiers ou de la raquette des Lakers contre celle de Portland. Parce que Portland, quand ils vont retrouver leurs joueurs, la raquette des Lakers, on sait quand même qu'elle est la plus lourde de la ligue. Parce qu'entre Anthony Davis, McGee et Dwight, mais en face, ils auront du répondant parce que Hassan Whiteside est tout simplement le meilleur rebondeur de la conférence Ouest et que Whiteside va se reposer parce que Nurkic va pouvoir prendre le relais avec Zach Collins. Donc, pour moi, c'est un affrontement que je vois très bien. Ça me fait plus rêver que contre Memphis. Je suis désolé pour les supporters des Grizzlies, mais l'une de ces confrontations me fait bien plus rêver. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que de l'autre côté, je ne vais pas trop m'épiloguer, Phil. Ouais, on aura l'occasion de revenir même dessus, après. Non, mais de l'autre côté, franchement, Washington essaye pour essayer. Ce serait beau, mais ils essayent pour essayer. Parce que, comme je le disais, Washington est à 5 défaites de plus. Parce que, comme je le disais, en NBA, on compte le pourcentage, mais surtout par les défaites. Mais ils sont à 5 défaites de Orlando. Sur 8 matchs, j'imagine mal Orlando perdre 6 fois pendant que gagne 6 fois. Il ne faut pas seulement que Orlando perde 6 fois. Il faut que Washington gagne 6 fois. Peut-être que Washington peut se rapprocher à moins de 4 matchs pour jouer ce fameux barrage. Mais tel que je vois, c'est pour ça que je ne blogue pas trop sur ça. Ça va être très compliqué. Ce sera très compliqué en tout cas. Jouer ça par simple défi. Par simple défi, tu sais pourquoi, Phil? Parce qu'au final, Washington prend Celtics, Thunder, Sixers, Nets, Bucks, Celtics et Bucks encore. Plus les Suns à la fin, donc ça va être le truc. Il faudrait pour eux prier que les Bucks n'aient plus envie de jouer. Ah, moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Donc, voilà. Vas-y, vers la conclusion. Vas-y. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce premier tour? Parce que c'est vraiment question de 8e et de la place de la 8e place et voire de la 7e à l'ouest, mais c'est plus sur la 8e. On va demander au coach Radar rapidement comme ça. Le coach, tu es là? Yes. La course pour la bataille pour la 8e place, hein, le coach Radar, la dernière place qui va être virevoltante, comme l'a dit le doc, ça va être chaud. Comment est-ce que tu as envie de réagir pour cette 8e place? Si tu devais citer 2 équipes dans les 2 conférences. Non, moi je suis d'accord avec le doc sur son analyse assez éclairée de la situation, mais en même temps, en tant que fanatique, moi je suis déjà passé sur la 8e place. Moi je suis en avance. Moi, je voudrais une finale entre Boston et les Lakers. Je sais que c'était pas ta question. Je sais que c'était pas la question que tu as posée, mais c'est ce que moi je veux voir. Tu as envie de partager, oui. Donc, moi, je vais, disons que quand les matchs vont arriver, je crois que je serai un peu plus objectif. Mais là, maintenant, moi, la 8e place, ça m'intéresse véritablement pas. Pour être honnête avec toi. On va en discuter quand les matchs vont arriver. On va voir. Mais je suis très d'accord avec Doc sur son analyse. Son analyse est assez éclairée. Mais bon, moi, Boston Lakers. Ce sera en tout cas très intéressant si ça se produit en tout cas. De toutes les façons, coach Radar, comme je l'ai dit en début de talk show, on aura l'occasion de te réinviter, hein, parce que quand la saison va redémarrer, il y aura des choses à dire, hein, il y aura des choses à partager ensemble.
Ok, de manière définitive. Il y aura des choses à partager ensemble. Je n'hésiterai pas à te réinviter. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous. On est arrivé à la fin de ce talk show. On va remercier les panélistes qui étaient présents. Missy, tu as un dernier mot, 2 minutes pour dire quelque chose? Non, juste saluer Michael Jordan pour cet énorme don qu'il a fait. C'est combien? 100 millions, c'est ça? Sur combien d'années là? 100 millions sur 10 ans. 100 millions sur 10 100 ans. millions sur 10 ans. On connaît que c'est une préoccupation pour Jordan qui a lui-même été victime de racisme. Et ce qui est bien, c'est que pour Jordan, on sait, il n'a jamais été dans l'agenda de quelqu'un, il est sur son propre agenda et c'est bien qu'on l'entende sur ces questions-là aussi. Donc certains l'avaient par le passé jugé absent, peut-être en tant que retraité sportif et patron des Hornets, il a un peu plus de temps. Surtout, l'autre chose aussi, c'est comme dirons-nous toujours, c'est dans l'autre sens aussi, je tacle aussi les Knicks qui avaient dit ils ne peuvent pas s'exprimer sur les événements en cours. Ils ont fini par publier un communiqué, comme toujours. C'est une franchise. James Dolan, il est sur sa planète, hein. Faut pas le déranger. Hein, oui. Non, il vit sur sa planète, mais il faut à un moment saisir les opportunités pour appeler au calme, comme ils ont fait dans leur message. En tout cas. Mais après de nombreuses polémiques qui n'ont pas lieu d'être, et donc je rejoins aussi les Knicks à se dire par moment il faut parler. Ouais. James Dolan, un spécial, un homme spécial. On va remercier le coach Radar Jones Onguetu qui était avec nous pour ce talk show NBA No Limit. Le retour du coach, c'est depuis la dernière fois, on vous l'a dit, hein, c'était quand il avait permis à LeBron James de remporter son titre face aux Warriors. Ouais, cette fois, il est là, il est de retour, le coach, pour ce talk show. Donc et moi, nous avons porté chance à LeBron James et nous les avons poussés à la victoire. Mais pour être sérieux, moi je suis le privilège pour moi, je suis très honoré d'être de retour et je te remercie Philippe et je remercie tous les panélistes. Missy, Doc, le plaisir est pour moi et j'attends déjà la prochaine fois. Bien sûr, sans hésiter, coach. Merci d'avoir été connecté avec nous du côté de Boston. On espère que les choses vont continuer à se calmer et que tout va aller bien dans le meilleur des mondes, que les choses vont changer, que les choses vont bouger surtout, c'est important. Et puis voilà, on se donne rendez-vous pour les prochains talk shows. On n'hésitera pas à t'inviter. Merci, coach, d'avoir été avec nous. Ok, à plus tard. Merci, coach. Ciao, bye bye. C'était le coach Radar Jones Onguetu depuis Boston qui était donc avec nous pour ce talk show. On a eu Missy depuis Paris qui était aussi avec nous. On lui envoie un gros big up. Le Doc One P depuis Angers qui était avec nous aussi. Gros big up à lui. Et on vous dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Prochain talk show long Total Africa NBA, ce sera dimanche. L'enregistrement sera dimanche, diffusion dans la semaine à partir de lundi prochain. Merci d'avoir été connecté avec nous. C'était donc le basket pour NBA No Limit. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.